Je dois dire que c'est un honneur redoutable d'ouvrir personnellement cette séance. Je vais essayer de m'en acquitter le mieux possible, avec un sujet qui est un sujet peut-être un petit peu décalé, mais volontairement décalé, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Décalé jusque dans son titre, vous l'avez également compris, puisque j'ai choisi de prendre le titre « Représenter Racine », en jouant bien sûr sur la polysémie, puisque moi je vais vous parler d'image et non point de représentation. Donc c'est mon première précaution, dirais-je, puisque d'une certaine manière, aborder Racine et les images est assez multiple. Le temps qui me revient est court, donc j'ai choisi un angle d'attaque un petit peu particulier. Mais si on doit parler d'image chez Racine, comment vous dire ? Ça pourrait être un sujet, aussi, le choix de la couverture des éditions de Racine, voici ça mon père. Ça n'est pas le sujet que j'ai choisi. En fait, le sujet que je voudrais aborder est celui d'abord de la représentation au sens de l'histoire de l'art. Et mon idée était de me poser la question sur le rapport qui pourrait exister dans l'image autour de Racine entre la manière dont on peut représenter les héros antiques, donc les héros de la tragédie antique à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Et du coup, je suis parti d'une hypothèse de travail, comme toutes les hypothèses. Le connaître sur le mode de représentation, donc sur l'iconographie, ou à l'inverse, si ça n'est pas l'iconographie contemporaine qui pourrait irriguer une certaine façon d'imaginer la manière dont on a pu représenter ces héros raciniens sur le théâtre à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle. Donc vraiment sur les sources, je dirais, intellectuelles d'une iconographie, dans ce qu'elle peut peut-être avoir de plus caché, je dirais presque de plus subliminal. Et j'essaierai de vous montrer un exemple qui me paraît tout à fait efficace autour d'Esther. Après tout, nous sommes à Port-Royal. Et puis, si je ne suis pas trop long sur Esther, je pourrais vous montrer un autre exemple sur Athalie, qui sont peut-être deux fils. Alors, il se trouve que ce sont les deux pièces religieuses, et encore une fois, nous sommes à Port-Royal, mais deux fils sur deux axes différents de sources iconographiques qui me paraissent intéressantes pour comprendre finalement comment on représente Racine, et représenter dans les deux sens du terme, c'est-à-dire comment l'image de ce début du XVIIIe siècle nous transmet cet imaginaire autour des héros raciniens, peut être une façon d'essayer de sentir, avant les premiers témoignages qu'on trouve à la Comédie Française milieu et fin XVIIIe, à quoi ressemblait en fait une scénographie racinienne tout début du règne de Louis XV. Donc, pour partir de là, voilà Esther. Et vous voyez là, on est chez les romantiques, on n'est absolument pas dans nos sujets. Pour partir de là, en fait, me suis posé la première question que je me suis posée, elle est toute simple, et j'étais relativement surpris d'une certaine manière. C'était de m'interroger sur les éditions illustrées du théâtre de Racine, en essayant de refaire une forme de chronologie, où j'ai fait une sorte de sondage, et ce sera sans doute pas exhaustif, à partir donc des instruments des grandes bibliothèques autour de nous, dans l'espace francophone. Et d'une façon un petit peu surprenante, j'arrive au fait qu'on peut compter dans un gros siècle à peine 2 à 3 éditions du théâtre racinien illustrées. Je m'attendais à en trouver plus. En fait, on se trouve face à un premier grand ensemble, et finalement très tôt, je dirais même plus tôt que ce que je l'aurais imaginé, c'est 176 pour la première édition des pièces
de Racine réunis en recueil, et bien sûr qui était une œuvre en cours, puisque les planches des pièces qui ne sont pas écrites en 1976 viennent compléter la série pour former un premier corpus qui sert de base à l'image des pièces de Racine pendant pratiquement 50 ans. Voilà le premier grand ensemble. Et le deuxième grand ensemble qu'on trouve dans ce sondage, mais il faut attendre 1760. Donc on est quand même sur un espace relativement long, et 1760 pour avoir une série d'images complètement renouvelée et qui sort de la première série qui, elle, a un petit peu une fonction matricielle. Et en dehors de... Alors, voici la première série, je vais revenir sur elle. La première série... Attends, je vais peut-être terminer mon excuse. Voilà. La première série, pardon. La première série, et peut-être la belle surprise, c'est que la première édition de Racine, et Racine est encore vivant, les dessins sont produits par Charles Lebrun soi-même, et gravés par Sébastien Leclerc soi-même. On est très haut dans la qualité des acteurs artistiques de l'illustration racinienne. Lebrun, principal peintre de la cour, et Sébastien Leclerc, c'est dans les mêmes années qu'il grave le grand livre des Méditations de la Croix pour Madame de Maintenon. On est vraiment très 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 haut. Donc voilà un exemple. Et lorsque ce n'est pas Lebrun, c'est Chauveau qui est mobilisé pour faire les illustrations du théâtre de Racine. Alors François Chauveau, lui aussi, c'est un personnage absolument clé dans l'histoire de l'image et de la gravure à la cour. C'est un élève de Laurent de la Hire. Il est graveur du roi depuis 1662, conseiller à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 14 avril 1663. C'est un illustrateur absolument prolifique, d'une certaine manière à un moment où cette édition illustrée prend son plein essor dans la librairie parisienne. On compte à son catalogue plus de 1600 pièces, frontispices pour les auteurs dramatiques comme Corneille, Scarron, Molière et bien entendu Racine. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que ce prolifique Chauveau travaille aussi pour Port-Royal, car il réalise la totalité des planches de la traduction de Robert Arnaud d'Andilly pour l'histoire des Juifs de Flavius Joseph, et c'est lui qui imagine le frontispice du jardin des racines grecques de Lancelot. Donc on est avec un proche. Il est proche de la cour, mais il est également proche de Port-Royal. Pour bien situer Chauveau, parce qu'on l'a un peu oublié nous aujourd'hui, je citerai juste Charles Perrault, on reste toujours dans la cour. Charles Perrault, dans Les Hommes illustres du XVIIe siècle, dit qu'en gros, dans ce siècle, il n'y a eu que 4 graveurs en France, et ces 4 graveurs seraient Callot, Nanteuil, Mélan et Chauveau. On se souvient des 3 premiers, on a un petit peu oublié le 4e, mais c'est dire qu'en fait, c'est faire appel, sans doute, à un des graveurs les plus importants du royaume pour servir l'œuvre de Racine. Il faut aussi vous dire que, donc, je disais que l'édition illustrée apparaît au cours du XVIIe siècle de façon massive, et c'est l'objet d'une raillerie de Furetière qui dit tant de figures, tant de combats, de temples, de navires, qui ne servent de rien qu'à faire acheter plus cher les livres. Donc on est bien sur un produit de luxe. Alors, lorsque on doit continuer la série, 77, Phèdre, c'est toujours Charles Lebrun, c'est toujours Sébastien Leclerc. Charles Lebrun, Sébastien Leclerc, toujours pour Esther, et ce sera l'iconographie que je voudrais un petit peu détailler dans la suite de mon propos. Et
pour 92, pour Attali, le brun est mort. Donc on fait appel à Jean-Baptiste Corneille, et ça n'est plus Sébastien Leclerc, mais c'est quand même Jean Mariette, qui est eux aussi un éditeur-graveur absolument essentiel pour cette extrême fin du XVIIe siècle. Voilà. Donc je disais, voilà les deux grandes éditions, donc 1676 et je parlerai ensuite de 1760. Si je sors du domaine strictement français, je vais m'aventurer un petit peu dans le monde de la contrefaçon, c'est-à-dire là dans cette économie du livre et du livre illustré qui trouve un certain nombre d'autres points en dehors du royaume pour pouvoir diffuser des textes de langue française en s'affranchissant des privilèges royaux. C'est vrai pour des livres sulfureux, ce Port-Royal, mais c'est vrai également pour des livres qui peuvent avoir un succès commercial et qu'on pourra commercialiser par des circuits parallèles. Premier exemple, 1723, la contrefaçon anglaise chez Thomson et Watts sur un premier ensemble en français des pièces de Racine illustrées et dédiées au comte de Gloucester. Ici, donc, toujours fait avec, vous le noterez, des artistes français. On est bel et bien dans une logique de production destinée au marché français et largement francophone. 10 ans avant, et là je suis dans la contrefaçon bruxelloise avec Jacques Hervein, avec une série à nouveau de planches illustrées pour les différentes pièces de Racine. Je dis bien pièces parce qu'on a tantôt œuvre ou tragédie, mais même dans les volumes tragédie, on a les plaideurs. Donc ça veut dire en fait œuvre dramatique. Et puis, évidemment, je suis allé les chercher parce que j'étais sûr de les trouver. Nos contrefacteurs Amstello Damois. La grande édition d'Amsterdam francophone, et sans surprise, la belle et grande série d'Amsterdam qui illustre Racine, elle est un petit peu tardive, 1743, mais on la trouve chez Jean-Frédéric Bernard, et pour les habitués de Port-Royal, Jean-Frédéric Bernard, c'est l'héritier du fonds d'édition de Bernard Picard, qui est notre grand janséniste exilé à Amsterdam, qui a inondé le royaume de caricatures favorables aux jansénistes et contre le clergé français et le gouvernement royal français du début du XVIIIe siècle. Donc on est finalement dans des partenaires je dirais sans véritable surprise. Venons-en à l'exemple que je voulais vous proposer, qui est l'exemple d'Esther. Donc Esther, je ne vous remets pas la gravure, c'est Charles Lebrun qui imagine la planche qui va illustrer la première publication un petit peu luxueuse d'Esther, l'année de sa création. Sébastien Leclerc, donc je l'ai dit. De toute évidence, il semblerait que notre ami Lebrun ait pu s'inspirer de l'Esther attribuée à Véronèse, dont vous avez la production sur l'écran. Donc cette Esther de Véronèse est au Louvre, mais j'ai quand même vérifié, elle est bien dans les collections royales à l'époque de la commande de la planche à Lebrun. Et Lebrun, ayant accès aux collections royales, qu'il utilise à pleine main notamment pour son enseignement académique, a parfaitement pu avoir accès à cette pièce de la collection du roi pour imaginer la posture de la pamaison d'Athalie devant Assuérus. Mais j'ai aussi remarqué, donc là je zoome sur un autre coin de la planche de Lebrun, que Lebrun a aussi utilisé les iconographies bibliques traditionnelles. Et j'ai choisi celle-là également de façon parfaitement malicieuse. Là, vous avez l'équivalent chez Théodore de Bry pour la grande Bible illustrée de 1609, publiée à Mannheim. Si c'est malicieux, c'est parce que c'est une planche prise dans une Bible
que Mère Angélique a offert à Henri Arnaud quand il est devenu évêque. Et qui vous montre, alors indépendamment du fait, ce clin d'œil bien sûr, où on a toujours Port-Royal qui pointe son nez, c'est que c'est une iconographie parfaitement intégrée et connue au XVIIe siècle dans ce monde qui utilise abondamment ce type de source. Et il me paraît absolument manifeste que Lebrun, là aussi, s'est penché sur les grandes bibles illustrées du XVIIe pour caler sa figure d'Asuérus. Peut-être que Lebrun a pu avoir accès au tableau de Poussin, qui est dans une collection aristocratique parisienne à l'époque, tableau qui ensuite passe dans la collection d'Orléans, et après la vente d'Orléans, a été racheté par les Russes. Elle est à l'Ermitage, et ça fait partie de ces poussins un petit peu rares qu'on voit assez peu. Alors, le tableau est très dégradé sur la photographie du musée de Saint-Pétersbourg. On voit peut-être un petit peu mieux sur la gravure des Poilly, un petit peu l'organisation globale, vous voyez, de la composition. On est chez Poussin, on est avant la grande manière Lebrun, mais on est sur finalement les grands modèles que Lebrun adopte pour lui-même et fait adopter au niveau de l'enseignement académique de l'époque. Petit excursus toujours dans l'œuvre de Lebrun, et pour vraiment comprendre le fonctionnement de la planche d'Esther pour Racine, c'est que si on s'en tient au biographe de Lebrun, Lebrun aurait peut-être eu le projet de faire un grand tableau représentant Esther et Assuérus dans les mêmes années. Le seul problème de cette Esther et d'Assuérus, c'est que c'est un tableau dont on ne sait finalement rien. On sait simplement qu'il est commencé à l'époque où il fait la planche pour Racine, que c'est un tableau inachevé au moment de sa mort. Le tableau aurait été terminé par Verdier. Il n'est plus localisé ici. Certains chercheurs ont voulu voir dans cet incroyable dessin du Louvre une première idée de la représentation de Esther et Assuérus par Lebrun. Et le problème, je l'ai mis dans la diapositive, c'est qu'il est très difficile de trancher entre est-ce que c'est Esther ou est-ce que c'est la reine de Saba. Illustration, et je reste dans mon XVIIe siècle pour revenir à Racine, vous voyez un exemple chez Vignon, où voilà un tableau où il est extrêmement difficile de dire s'il s'agit d'Esther ou de la reine de Saba. Donc on est sur une iconographie qui vient se télescoper dans les deux cas, et il est extrêmement difficile d'en savoir finalement plus sur est-ce que Lebrun aurait eu un projet de grande composition picturale et que la planche pour Racine ait pu être une forme de dérivée. Est-ce qu'on est sur deux projets complètement différents? Tant qu'on n'a pas identifié le tableau de Lebrun terminé par Verdier, impossible de savoir si on a un dialogue entre peinture et illustration pour l'édition illustrée de Racine. Voilà. Simplement, ici je continue sur Esther. Voilà finalement un premier axe, je m'attendais au contraire, mais qui tendrait à nous montrer que c'est l'illustration de Racine qui vient féconder la création picturale et pas l'inverse. Moi je m'attendais en fait finalement à l'inverse. Or là, nous sommes en présence d'un autre tableau des collections royales. Nous sommes encore dans un mouchoir de poche, puisque Antoine Coipel réalise une grande composition de la pavoison d'Esther qu'il veut offrir à Louis XIV en 1697, et il me paraît absolument évident que Antoine Coipel a regardé la planche de Lebrun lorsqu'il prévoit la composition qu'il veut offrir au roi. C'est pour ça que je vous ai mis sur la diapositive les deux figures côte à côte. Donc voilà, donc, première circulation d'une certaine manière du livre illustré vers la peinture. Et de peinture vers la peinture, je dois dire que la pavoison d'Esther par Jean-François de Troyes ressemble furieusement à celle d'Antoine Coipel, qui ressemble furieusement à celle de Lebrun. Et là, nous sommes, à mon avis, dans quelque chose qu'il faudrait peut-être creuser plus que je ne pourrais le faire ce matin. Là, nous sommes sur une série complète, commandée en 1737
pour une vie, ou une histoire d'Esther, tissée au Gobelin, dont De Troyes réalise la totalité des cartons, et on ne peut pas s'empêcher, face à ce détail, hein, c'est une vue un peu resserrée par rapport au carton que je vous montre, on ne peut pas s'empêcher de trouver, comment dire, une sorte de théâtralité ostentatoire dans la composition globale du carton de Troyes, comme dans l'ensemble du cycle de carton de tapisserie qu'il a livré au Gobelin. Théâtralité ostentatoire qu'on doit aux épigones de Lebrun et à ce fichu enseignement académique qu'on subit en France depuis plus de 60 ans à l'époque, mais qui est peut-être aussi le reflet d'une certaine façon d'aborder théâtralement l'histoire d'Esther. Est-ce que, jusqu'à un certain point, est-ce qu'on peut s'interroger sur la théâtralité d'une composition à la Lebrun et les échos qu'on pourrait trouver d'une manière de représenter Esther à l'époque sur la scène? En tout cas, et à défaut d'aller plus loin, la grande parenté d'iconographie entre les différents sujets. Pour la dernière série, je vais y passer très rapidement. Ce qui m'a intéressé, c'est que là, j'ai le sentiment que pour la série, les séries de 1740 et 1760, on retrouve finalement une équation qui était celle de mon hypothèse de départ, c'est-à-dire que c'est plutôt peut-être le monde de la peinture qui vient irriguer les nouvelles pensées des illustrateurs qui veulent renouveler les dessins donnés par Lebrun ou donnés, et qui sont réutilisés depuis 50 ans jusqu'à l'usure. Et ici, c'est un des exemples un petit peu, je dirais, un petit peu gros, d'une certaine manière. Si je reprends toujours Esther, où là on sent que, bien sûr, il y a une vraie parenté entre De Troyes et De Sèvres. Je me demande si je ne me suis pas trompé dans les dates, je crois que c'est 60. Oui, c'est 60 la gravure et c'est 40 le carton de Troyes. Donc, il y a, pour le coup, cette fois-ci, l'invention de Troyes qui vient irriguer la nouvelle planche d'Esther 20 ans plus tard, mais en même temps, cette forme d'orientalisme qu'on voit poindre dans la gravure de Jacques de Sèvres évoque immanquablement le déjeuner de la sultane de Boucher et tout un orientalisme précieux dans la peinture du XVIIIe siècle et qui, lui, cette fois-ci, vient nourrir à son tour les planches de ces nouvelles éditions de Racine. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Je vous ai dit au niveau du chronomètre, donc je vais vous aussi vous parler d'Athalie. Voilà, et nous aurons fait les deux pièces religieuses, Port-Royal oblige. Je voulais aussi vous donner un autre exemple iconographique cette fois-ci, et qui va rejoindre l'exemple d'Asuérus, de façon peut-être encore un peu plus démonstrative, en reprenant la planche de Corneille pour l'Athalie en 92, et je voudrais me concentrer sur la figure du grand prêtre. Parce que quand j'ai sorti la gravure, je l'ai regardée, je me suis dit, mais ce grand prêtre, évidemment, et en plus, quand on a entre les mains les Bibles illustrées, notamment la Bible de Port-Royal, on se dit que ce grand prêtre a vraiment un air connu. Donc, je suis allé rechercher un petit peu, et puis, voilà, en iconographie, on va remonter aussi loin qu'on peut. Une des plus anciennes que j'ai pu trouver, la voilà. Voilà une image qui remonte à la fin du XVIe siècle, 1575, par Johann Sadler, qui est un graveur absolument prolifique des Flandres, et qui grave un portrait de Aaron d'après Crispin von Bruck. Et vous voyez que déjà dans le Aaron de Sadler, on a une sorte de volonté, je dirais, archéologisante, qui tente de retrouver quels peuvent être les oripeaux historiques d'un prêtre de Jérusalem. On est au XVIe siècle et déjà le questionnement est là, présent et fort, sur les éléments du costume. Si je parle d'éléments de costume, vous pensez bien que je pense aussi à des éléments
de liturgie ou de théâtre, ça va sans dire. Eh bien, voici ce que le dessin primitif, le portrait de Aaron, peut donner dans cette première grande Bible illustrée qui est la Bible de Strasbourg, par Merian, qui est de 1630. Et Merian est un peu un compilateur, mais un compilateur tellement génial que finalement, souvent on oublie qu'il a compilé, puisque là on sent bien qu'il a compilé la planche de Sattler pour créer une planche qui, elle aussi, se veut archéologique, puisqu'elle présente des éléments supposés réels du mobilier liturgique du temple de Jérusalem, avec le grand prêtre de Jérusalem qui porte le même habit que le Aaron du XVIe siècle. Parenthèse, toutes ces planches de Merian sont reprises intégralement pour la Bible de Port-Royal dans les années 1680. Et est-ce une caution ou est-ce une façon d'imaginer que ce travail d'archéologie est parfaitement recevable? Voici comment on retrouve le même costume du grand prêtre dans une édition de la fin du XVIIe siècle de la Akaba, qui est dans les collections du musée d'art et d'histoire du judaïsme, où vous voyez le grand prêtre à gauche de la composition qui, une fois de plus, porte le même costume. Et puis, oui, retournons à Port-Royal, Histoire des Juifs de Flavius Joseph, où vous avez à nouveau le grand prêtre, en précisant que dans l'édition illustrée et gravée par Chauveau, que nous avons ici au musée, nous avons plusieurs planches de nature archéologique, avec des plans supposés de restitution du temple de Jérusalem, et des planches de détail qui évoquent déjà, presque un siècle avant, les planches de l'encyclopédie, sur les mobiliers liturgiques ou sur les costumes liturgiques traditionnels des prêtres, des lévites, etc., etc. Et tout ça se trouve dans le livre de Robert Arnaud. Voilà comment, si je retourne sur ma contrefaçon amstello-damoise, on retrouve, une fois de plus, la permanence iconographique sur le traitement du costume du grand prêtre. Et si vous avez toujours dans l'œil la gravure exécutée par j'ai un trou, donc la gravure de l'édition primitive de Racine, vous voyez que là, le contrefacteur hollandais reste aussi tributaire de la gravure primitive. Il a simplement retourné la scène et le petit roi biblique n'est plus sur le côté gauche de la composition mais en fond, et donc le prêtre n'est plus de profil mais de face. Mais vous voyez que la composition est parfaitement la même, et pour le coup on se trouve face à des éléments permanents sur la reconstitution archéologique de la scène et des éléments permanents sur la manière de la placer dans cette architecture antique à la Lebrun. Simplement, on est sur un problème de pure scénographie et cadrage sur la place des différents protagonistes à l'intérieur de la scène. Voilà. Et si j'arrive... Je pense que ma légende est fausse, donc ça je crois que c'est la planche de l'édition 1760. Vous voyez que là, pour le coup, parce qu'on est sans doute prisonnier de cette volonté archéologique de traiter la scène à l'intérieur du temple, vous voyez comment, finalement, c'était une des rares planches de l'édition 1760 qui reste prisonnière du modèle de la fin du XVIIe siècle, où là, encore une fois, la scénographie a changé, mais l'ensemble des éléments de la gravure primitive reste absolument stable. Voilà, ce sont quelques pistes que je voulais vous présenter, avec donc cette idée, vous voyez, que l'illustration des premières éditions de Racine, curieusement, n'est pas si abondante que ça, mais qu'on a finalement ce sentiment que ces éditions illustrées fixent rapidement un type d'iconographie et de représentation qui semble un petit peu se stabiliser et se pérenniser, et au-delà même de l'échantillon que j'ai pris, parce que lorsqu'on arrive, et c'est un autre sujet d'une certaine manière, aux grandes éditions du début du XIXe siècle, on va retrouver tous ces éléments dans un néoclassicisme un petit peu raide, mais qui font que finalement, on a le sentiment que depuis finalement la mort de Racine
jusque la période romantique, la façon d'aborder, la manière d'imaginer les personnages et les scènes écrites par Racine semble relativement stable. Nous sommes parfaitement dans les temps, nous avons beaucoup de temps pour échanger avant de donner la parole au prochain contributeur. Donc la parole est à la salle, à Tristan Allonge. J'ai une question de profane. Oui. On parle souvent du fait que Racine collabore avec les éditeurs, il collabore avec les musiciens. Est-ce qu'on sait quelque chose sur le rapport au graveur, à l'illustrateur? Et est-ce qu'il a un droit de regard? Et deuxièmement, est-ce qu'il peut y avoir aussi un impact des représentations auxquelles ils assistent? Alors, sur la première question, ça, j'ai pas trouvé de traces, mais ça, on doit pouvoir trouver des rapports entre Racine et les graveurs, c'est clair. Et sur la deuxième partie, je pose la question, elle reste ouverte, de fait, parce qu'effectivement, la théâtralisation de la peinture est une chose en soi, mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas cette circulation, et même à la cour, d'une certaine manière. Le graveur de la cour peut assister aussi aux représentations de la cour, ça paraît complètement légitime. Et jusqu'à quel point, c'est ce que j'ai essayé de montrer, et voilà, je suis dans une impasse, et c'est d'où votre question, parce que je crois que c'est difficile d'aller plus loin. Alors, je n'ai pas traité, mais on a cette série extraordinaire de pochades à la gouache dans les collections de la Comédie Française, qui sont prises sur le vif, elles, mais beaucoup plus tard. Et on n'est plus à la cour, on est sur le théâtre. Donc, et malheureusement, d'une certaine manière, on n'a pas pour Versailles de témoignage d'avoir une sorte d'instantané dessiné ou peint d'une représentation de Versailles. En tout cas pour Racine. Le temps est court. Je la même question. Oui. Vous avez cité un homme de Furtière, une raillerie, oui. Il y a tant de combats. Oui. C'est ça qui est frappe quand on voit ces illustrations. Il y a trop de choses. Et donc pour la mise en scène, il y a une espèce de trop-plein, comme ça. Donc là, je me suis demandé, mais finalement, on ne sait pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on fait de ce trop-plein qui est dans des illustrations et qui n'est pas utilisable dans les mises en scène des pièces? Oui, mais merci beaucoup, parce que ça, c'est un aspect que je ne voulais pas développer pour ne pas être trop long. Parce que si je repars, alors je reprends mon fil à l'envers, et si je repars des productions de Bernard Picard, qui est un artiste qu'on a exposé il y a quelques années ici, et sur lequel moi j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler, en fait, si je prends les autres planches que je n'ai pas montrées, par exemple si je prends la Thébaïde, ou si je prends Alexandre le Grand, les planches de Chauveau ressemblent aux planches des grandes histoires de l'Antiquité que publie Picard à ce moment-là. Et donc typiquement, ces planches qui ont en fait des échos dans une littérature historique illustrée vont être beaucoup plus dans la direction d'une iconographie d'un livre d'histoire que d'une représentation théâtrale, d'où cette impression effectivement que vous avez, que en gros, je sais pas quoi, sur l'histoire de la prise de Troie illustrée par Picard, on aura finalement la même planche que pour la Thébaïde, avec une construction qui sera une construction à la Lebrun, c'est-à-dire le passage en boursoir, la vue d'architecture, les protagonistes, la foule, etc., etc. Toutes choses qu'on ne va pas mettre sur le théâtre. Et peut-être que pour Esther et Athalie, c'est peut-être l'avantage, d'une certaine manière, c'est que là, si on n'est pas sur une iconographie finalement très répandue dans la peinture religieuse. Elle l'est, mais elle est marginale. Donc du coup, c'est vraiment l'illustration biblique qui va reprendre le pas. Si tant est qu'on puisse avoir l'illustration biblique correspondante. Et la question, par exemple, d'un épisode de la Bible mis sur le théâtre pour Esther et Athalie, ça va être qu'est-ce que je vais avoir comme scène, par exemple, pour Esther? Est-ce que je vais avoir la pamoison? Est-ce que je vais avoir le couronnement? Est-ce que je vais avoir, etc., etc. C'est-à-dire que là aussi, il y a une question qui est quelle est la séquence que je vais prendre? Et est-ce qu'elle correspond, en fait, au temps de la pièce que je veux illustrer, parce que c'est le climax de la pièce, mais est-ce qu'elle va correspondre à l'iconographie d'une Bible illustrée traditionnelle qui, elle, traitera l'histoire d'Esther, indépendamment du caractère dramatique du récit, notamment la pamoison, qui n'est pas forcément la planche la plus fréquente dans les Bibles illustrées de l'époque. Et à ce moment-là,
On n'est plus sur ce rapport d'une image, d'une histoire des anciens illustrés, dans lequel on fera du sous le brin. On sera dans une espèce de retraduisons autrement la planche de la Bible illustrée. Parce qu'elle n'est pas dans la Vulgate, d'ailleurs. Et oui, en plus. Mais alors, sauf que celle de Trie, elle est dans une Vulgate. C'est-à-dire il y a des moments où on la met ou on la retire, suivant qui contrôle les textes qu'on y met. Ouais. Une question au fond de la salle, si je me souviens bien. Oui, non, à propos de l'impact des représentations, nous avons vu tout à l'heure le frontispice de Phèdre. Ouais. C'est précisément la scène qui n'est pas montrée, puisque c'est la scène de la mort d'Hippolyte. Et oui, Et il me semble, à vérifier, mais pour Britannicus, ça doit être la scène de l'empoisonnement aussi, qui n'est pas montrée. Voilà, l'empoisonnement. Voilà. Oui, alors je ne sais pas, celle de Lebrun, j'imagine que c'est aussi l'empoisonnement. Oui, c'est l'empoisonnement. Alors d'ailleurs, si on a le temps de passer dans le musée, dans la vitrine qui est consacrée à Racine, justement l'édition est ouverte sur la planche Lebrun de la mort de Britannicus et il est empoisonné sur un trichinum. Voilà. Donc là, on a dans ce cas-là deux scènes qui ne sont pas montrées. Et donc finalement l'image se substitue au récit et non pas à ce qui se passe sur la scène. Voilà. Oui, une question aussi, si je puis me permettre. En fait, on s'échine, enfin moi en tant que littéraire, j'ai tendance à m'échiner à chercher des liens entre le frontispice et le texte, dans une démarche qu'on appelle aujourd'hui iconotextuelle. Et en fait, j'ai complètement tort, puisque l'image, en fait, on la comprend par rapport à une tradition iconographique et en rien par rapport au texte. Oui. Je fais fausse route depuis des années, Philippe. Je te remercie de me l'avoir montré ce matin. Et si je peux rajouter encore une louche, c'est-à-dire qu'on est aussi chez les marchands, et très très souvent aussi, en gros je peux avoir une planche qui n'est absolument pas faite pour illustrer telle pièce de Racine, mais elle colle par un bout ou par un autre, à la limite je vais la recycler. Donc il y a un vrai risque sur l'image, on est bien d'accord. Oui, mais justement, ces frontispices qui représentent la mort d'Hippolyte ou l'empoisonnement de Britannicus ont un effet d'annonce, c'est un programme, parce que c'est la scène innommable, la plus horrible et la plus dramatique qu'on met sous les yeux du chaland, parce que c'est ce qui va le faire acheter le livre, comme sur une 4e de couverture, on va aller attirer l'attention du... Oui, c'est ça. Mais par exemple, c'est quand même lié au texte. Oui, mais par exemple, pour la mort d'Hippolyte, je pense qu'on plonge aussi dans autre chose, qui est une tradition iconographique autour de la Jérusalem délivrée, autour de la littérature fantastique, etc., etc. Baroque aussi, parce qu'après tout, le monstre, etc., etc. Et je suis d'accord, il y a le côté d'effet d'annonce, au risque peut-être de décevoir le spectateur si on n'a pas le dragon de carton-pâte qui vient sur l'avant-scène, on est d'accord. Mais je pense que ça joue aussi sur un autre imaginaire qui est l'imaginaire aussi du roman. À la date de parution des pièces, le dragon de carton-pâte, je ne sais pas s'il figure déjà dans les représentations dramatiques, Philippe. Mais non. Là, Jean-Paul Combet pourrait nous aider, puisqu'il a l'habitude un peu avec l'opéra, mais il me semble que ce n'est pas encore le moment où on joue de ces effets-là. Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on pourrait dire que pour le rapport entre texte et image, finalement que les dessinateurs ont tendance à partir des hypotyposes dans le texte de Racine pour justement illustrer ce qui est seulement raconté dans le texte? Pour le Britannicus, on ne voit rien, c'est raconter cette hypotypose, mais ça devient une illustration dans ce que vous avez montré. Ça rejoint fait par l'hypotypose plutôt que par justement Mais ça rejoint finalement la question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a aussi dialogue entre le dramaturge, l'éditeur et l'illustrateur qui choisit aussi quel est le moment de la pièce qu'on a envie de montrer? Est-ce que c'est un choix, je vais dire, de l'éditeur qui, lisant la pièce ou la voyant, pense qu'effectivement le climax de la pièce, c'est celui-là, et c'est celui-là qu'il veut montrer parce qu'il pense qu'il aura un effet commercial assuré? Est-ce que c'est un dialogue aussi avec l'auteur qui va dire « mais pour moi j'ai cette montée en puissance dans mon œuvre et je préférais qu'on choisisse tel moment plutôt que tel autre ». Pour Alexandre, suivant les éditions, on n'a pas le même moment par exemple. Alors que manifestement, pour les autres, très souvent c'est toujours ce seul et unique moment, enfin celui que le bras va prendre, on le retrouve dans les autres éditions ensuite.
j'ai du mal à imaginer que Racine n'ait pas son mot à dire sur quelque chose qui est quand même la couverture il est tellement attentif, virgule, que... Mais je pense, et surtout, vu la qualité de l'édition, et une édition qui est vraiment fabriquée avec des gens qui sont tous à la cour et au service du roi, à mon avis, là, je pense que ces grandes éditions, qui sont toutes à la réserve de la BN, avec ces très belles planches, c'est une forme d'œuvre collective, ça me paraît à peu près évident, sans avoir de preuves, mais ça me semble logique. Ouais, enfin, la notion d'œuvre et de choix collectif entre l'auteur, l'éditeur, et ce que ça donne in fine pour avoir publié quand même un certain nombre de livres, c'est toujours collectif, mais la première de couverture, c'est une empoignade monstrueuse, et en général, l'auteur est quand même celui qui n'a pas son mot à dire. Oui, absolument. Alors très récemment, j'ai refusé mon BAT à 6 heures de l'envoi du manuscrit à l'imprimerie parce que je ne voulais pas de la première de couverture. Oui, mais c'était vraiment... Voilà, d'accord. Il n'y a aucune trace iconographique ou allusion aux conditions très particulières de la création d'Athalie et de Phèdre, avec les jeunes filles de Saint-Cyr, avec une distribution uniquement féminine et très très jeune. Il y a rien unique historienne. Je m'étais amusé, je suis passé très vite à montrer le petit tableau romantique de l'époque. On en trouve beaucoup. C'est très rigolo. Dès 1820, le nombre de choses, Racine lisant ses pièces aux demoiselles de Saint-Cyr, les demoiselles de Saint-Cyr jouant Estelle et Athalie, on a des tripotées de lithographie, chromolithographie, etc. C'est rare peinture. J'en ai pas trouvé pour le 18e, curieusement. Presque l'impression que finalement les deux pièces religieuses ont une espèce de vie autonome, indépendante de la création dans Saint-Cyr même. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que finalement, après la mort de Louis XIV, finalement, on dissocie complètement le souvenir de Saint-Cyr de la création des deux pièces, c'est possible. Mais j'ai rien trouvé qui serait une représentation à l'intérieur de Saint-Cyr. Peut-être est-ce la volonté de Madame de Maintenon qui avait été choquée de l'attention suscitée par les jeunes filles. Oui, aussi. Ça serait aussi. Mais il n'y a pas eu de représentation d'Athalie. Pour Athalie, il n'y a pas eu de représentation effective. Moi, j'aurais plusieurs questions et dichotomies à dégager sur le fait qu'il me semble qu'il y a quand même une tension entre effectivement les scènes qui sont gravées, qui ne correspondent pas à quelque chose qui est mis en scène, qui est représenté sur le plateau, qui recouvrent quand même Phèdre d'une part et Britannicus d'autre part, donc qui sont des pièces à sujet païen, et d'autre part Estelle et Athalie qui pour le coup donnent à voir des pièces, des passages qui sont véritablement mis en scène. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une dichotomie entre justement sujet païen et sujet biblique? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à éclairer là-dessus? C'est une première question. Et j'aurais une question plus spécifique sur l'illustration d'Esther par Charles Lebrun, qui est tiraillé entre Véronèse, si j'ai bien saisi, et d'autre part, l'exploitation d'une planche prise par une iconographie connue par le public, très intégrée par le public. Donc, d'après ce que j'ai compris, l'inspiration de Véronèse se serait appliquée à Esther, et de l'autre, l'illustration biblique se serait appliquée à Assuérus. Comment expliquer cette tension-là? Comment la justifier? Est-ce qu'on cherche plus de volupté et quelque chose un peu plus confidentiel du côté de la figure féminine et quelque chose de plus hiératique, du côté de la figure souveraine? Comment est-ce que vous expliqueriez ceci? Première question, je serais incapable d'y répondre. Et j'aurais plutôt tendance à penser que, peut-être je me trompe, la remarque est juste entre sujet raconté pour les pièces païennes, illustrant une scène du paganisme, et sujet représenté pour le public. Je ne sais pas si l'attention est volontaire. Je ne saurais pas y répondre. Parce que je me dis, après tout, est-ce que le graveur est sensible à ça ou est-ce qu'il doit montrer la chose? Ça, mais la remarque me paraît absolument juste. Et pour la deuxième question, la réponse est dans la question, je serais du même avis. Je pense qu'effectivement, il y a une sorte de focus sur la figure féminine et qui va aller beaucoup plus vers, effectivement, la proposition de Véronèse. Et je dirais que pour l'utilisation des planches bibliques pour représenter Assuérus, je dirais que justement, à la limite, quand on hésite en iconographie entre
Assuérus et Salomon, d'une certaine manière, le bâton baissé sera peut-être le signe iconographique qui va permettre de trancher entre les deux scènes qui sont quand même assez voisines. L'autre différence qu'on pourra éventuellement voir, c'est que bon, Esther, si elle est au pied du trône, sera toujours courbée ou en pamoison. Et à la limite, la planche biblique, ce sera plutôt une Esther courbée, Assuérus dans le sceptre. Alors que pour la reine de Saba, elle arrive avec sa suite. Et elle peut s'incliner devant Salomon. Mais je pense qu'il y aura aussi une différence d'attitude entre la reine et Esther. Mais je crois que effectivement c'est un signal clair, à mon avis, parce que la référence est claire. Je ne sais pas creuser mais il y a une symbolique iconographique de toute façon à la manière de baisser le sceptre et qui devient une façon d'identifier clairement la scène. Ouais. Merci. Je pense qu'on prend ta question, Servan, et après nous passerons à la suite du programme. Mais je veux juste, pour expliquer le fait, peut-être qu'on disait, à partir de quand on se met à s'intéresser à représenter le théâtre, c'est-à-dire l'art du théâtre? Peut-être parce qu'en fait, peut-être que au XVIIe, l'enjeu n'est pas de représenter l'art de la mise en scène, parce qu'en fait, ils ne le voient pas comme un art, et que à ce moment-là, le graveur illustre le sujet, et en fait, il y a un rival de l'écrivain qui traite le même sujet. Et à partir de quand, donc ça pourrait être expliqué qu'au XIXe, on se met à représenter le théâtre parce qu'on est fasciné par le travail du théâtre, c'est parce que c'est romantique, ou je sais pas. Oui. Et à partir de quand, voilà, on se met à représenter des acteurs jouant, peut-être 18e déjà? Oui, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je pense par exemple au portrait, je ne trouve plus son nom, le portrait du chanteur qui chante Platé et qui est peint comme tel. Donc au XVIIIe siècle, on a quelques exemples comme ça. Donc ça sont des portraits, mais c'est des portraits de comment je suis grimé, comment j'apparais. Géliot en Platé, par exemple, qui était caravelé. Donc ça, c'est un tableau fin XVIIIe. Mais c'est pas une représentation, c'est vraiment l'acteur tel qu'il est grimé. C'est encore autre chose. J'ai peur de dire des bêtises. Je vois quelques représentations scéniques pour la Révolution, c'est clair. Je me demande dans quelle mesure on n'a pas, mais à ce moment-là, c'est plutôt des espèces de représentations en quasi-vue d'optique de salles dans lesquelles on peut avoir une scène en fond avec suggérer la représentation, des éléments de présentation. Il y a peut-être quelques gravures populaires 18e pour la Commedia dell'arte. Oui. Je réfléchis vraiment tout haut, parce que la question est bonne, mais de fait, la représentation d'une scène théâtrale conçue comme une image. Et les plaisirs de l'île enchantée, non? L'air quand même. On a une planche où on voit les feux d'artifice, les jardins, les bosquets. Est-ce qu'on voit pour autant la représentation scénique elle-même? Quand même, oui, ça montre que là, il a assisté au truc. Et là, on a la scénographie globale, et pas la pièce à l'intérieur de la scénographie. Ouais. Est-ce que c'est des travaux préparatoires ou non? Peut-être. C'est des travaux préparatoires d'architecte. Peut-être aussi. Et peut-être aussi que, parce que pareil, d'une certaine manière, alors on peut avoir des 16e, des représentations de cavalcade, des choses comme ça, mais c'est vrai, par exemple, les grandes planches sur les grandes cérémonies religieuses du règne, on les a au XVIIe siècle. Donc, finalement, le début de l'idée que l'image va fixer à un moment donné événement, c'est d'abord l'événement et qu'après on fixera la scène, mais ce serait un truc à creuser qui me paraît absolument intéressant. Si je prends le théâtre au sens plus large, il y a une grande gravure de, je ne sais plus de qui d'ailleurs, moi je ne me souviens plus l'auteur, mais d'Alceste dans la cour de marbre. Ouais. De l'Alceste de Lily. Oui. Et alors du coup, question, est-ce que l'opéra aurait la primeur de la représentation sur le théâtre dramatique? Pas sûr, mais... Je pense que les planches Commedia dell'arte sont plus anciennes. Elles sont plus anciennes, Commedia dell'arte. Mais là aussi, est-ce que la planche Commedia dell'arte, elle montre un temps de théâtre ou montre des caractères? Moi, je pencherais plus pour dire, c'est montrer comment Harlequin, Pantalon, etc., avec des postures qui sont des postures codées, mais pas forcément le moment donné d'une pièce de la Commedia dell'arte à un moment donné. Mais à creuser aussi. Et puis nous allons clore les débats pour le moment, et nous allons donner la parole à
à Yosuke Morimoto, par exemple.